Mes chers collègues, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, un mot concernant notre précédente réunion qui s'est tenue le 23 octobre, c'était notre bureau. Nous avons décidé la création d'une mission d'information sur la définition pénale du viol, mission dont les travaux commencent dès aujourd'hui par une série d'auditions plénières que nous poursuivrons la semaine prochaine. Nous entendrons dans un instant mesdames Karine Durieux-Diebolt et Élodie Tuaillon-Ibon, qui sont avocates, et madame Magali Lafourcade, qui est secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, avant un temps d'échange avec elle. La semaine prochaine, nous serons également réunis le mardi, même heure, dans la même salle, pour entendre dans un premier temps mesdames Audrey d'Arsonville et Catherine Le Magresse. Elles sont chercheuses en droit et spécialistes de cette question, ainsi que monsieur François Lavalière, qui est magistrat. Dans un second temps, nous aurons madame Rosaria Mollica de la Commission européenne qui nous présentera l'article 5 de la proposition de la directive sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique dont je pense vous avez tous entendu parler. Alors avant d'entendre nos auditionnés, il nous faut procéder à la nomination de 2 rapporteurs de la mission d'information. Pour la majorité, j'ai été encouragée par mes collègues du groupe et en tant que présidente, c'est un sujet donc, que je suis prête à défendre et je dépose ma propre candidature pour notre groupe et donc je suis la seule candidate pour notre majorité. Concernant les candidatures des groupes de l'opposition, j'ai reçu les candidatures de Marie-Charlotte Garin, qui est du groupe écologiste, et de Marie-France Laureau, du groupe Rassemblement National. Donc quand on a 2 candidatures pour le rôle de co-rapporteur de l'opposition, il y a donc lieu de procéder à un vote. Je vous propose de faire le vote à main levée et vous me confirmez si vous me confirmez que ces 2 candidatures sont maintenues. Alors Marie-Charlotte, vous êtes ici, mais Madame Laureau n'est pas présente. Donc je suis dans l'obligation de faire le vote puisqu'on peut être élu, même absente. Donc du coup, nous allons procéder à main levée qui se prononce en faveur de la candidature de Madame Garin. Bien, écoutez, je crois que Madame Garin est élue à l'unanimité. Voilà, donc félicitations Madame Garin, nous vous entendrons évidemment dans un instant. Les 2 rapporteurs sont donc désignés pour cette mission d'information, pour l'opposition Madame Charlotte Garin et moi-même pour la majorité. En tant que co-rapporteur de la mission, je souhaiterais donc introduire l'audition de ce jour en disant quelques mots. Sachez tout d'abord que je n'ai pas toujours été convaincue, moi-même, de la nécessité de faire évoluer la définition pénale du viol. Mes responsabilités à la délégation m'ont déjà amené, en 18 mois, à interroger, parfois à remettre en question certaines de mes convictions. Et ce cheminement m'a conduite à porter aujourd'hui une attention toute particulière au sujet dont il est question. En effet, il me semble que nous ne pouvons rester sans agir face à un constat qui, je le crois, nous partageons tous. Il est extrêmement difficile pour une victime de violences sexuelles d'obtenir justice et l'impunité en la matière règne encore trop largement. J'aime rappeler qu'aujourd'hui, à peine 20% des plaintes pour viol font l'objet d'une condamnation. Et encore celle-ci est-elle souvent prononcée par un tribunal correctionnel. De nombreuses victimes renoncent donc à porter plainte. L'adoption d'une définition européenne commune du viol ou la modification du code pénal français n'apporterait peut-être pas l'entièreté de la solution à cet épineux problème. Certains considèrent même que cette solution constituerait une fausse piste et qu'elle pourrait aggraver le problème. En tout état de cause, il est certain que modifier cette définition ne nous permettrait pas de faire l'économie d'une formation renforcée de l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire ou d'une éducation plus égalitaire de nos enfants. En démarrant cette mission, je ne sais pas encore à quelle proposition celle-ci nous conduira. Je ne vous cache pas toutefois que mes premières rencontres, lectures, entretiens sur ce sujet m'ont a priori plutôt convaincu de la nécessité d'avancer sur ce point crucial de la définition pénale du viol. Je vous remercie et je laisse la parole à ma co-rapporteure qui souhaitera sans doute dire quelques mots également. Marie-Charlotte, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
On connaît les statistiques affligeantes répétées en boucle, les chiffres ne font pas pleurer. Dès qu'il s'agit de crimes sexuels, la justice semble empêcher. Elle ne répare pas, ou si peu, et si rarement. Elle ne protège pas, et surtout, elle ne dissuade pas. Ou plutôt si, à l'envers. Elle dissuade surtout les victimes de porter plainte. La contrepartie, c'est que les hommes qui violent ne le font pas dans l'angoisse de se faire prendre, dans la crainte du gendarme qui pourrait venir leur demander des comptes sur leur conduite. Ils violent parce qu'ils le peuvent, tranquillement, gratuitement. Ils savent bien qu'ils ne recevront jamais l'addition. Je me suis permis pour commencer cette mission de citer Hélène Devinck dans son livre Impunité, qui je crois est symptomatique de la question du viol et du consentement dans notre société, puisqu'aujourd'hui, en France, il y a seulement 0,6% des viols qui font l'objet d'une condamnation. J'ai travaillé dans une vie précédente sur la question des violences faites aux femmes en situation de handicap, et comme beaucoup ici, dans ma vie personnelle aussi, j'ai été stupéfaite de voir le viol partout, ou presque, et la justice nulle part, ou presque. Comme un mur qui s'érige devant nos libertés. Ce mur, c'est le mur de l'impunité des agresseurs, qui sont si peu condamnés et qui découragent les victimes de porter plainte. C'est le mur du silence et des non-dits de celles qui ont été victimes. C'est le mur qui nous oblige à changer de tenue, de trajet, qui nous fait rentrer pas trop tard, qui nous fait faire un SMS aux copines pour savoir si elles sont bien rentrées, ou encore à prendre une inconnue par le bras quand on sent la menace qui rôde autour de nous. Force est de constater que quelque chose bloque dans notre société autour du viol, de la prise en charge des victimes et de sa condamnation. L'inscription de la notion de consentement dans sa définition semble être une piste, un premier pas pour changer cela. Une manière de dire aux victimes, comme MeToo l'a fait, « Je te crois, tu n'y es pour rien, le coupable, c'est lui, les violences sont interdites, je peux t'aider. » J'ai écrit au président de la République avec d'autres collègues pour l'interroger sur la position de la France sur la directive européenne sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. Aujourd'hui, j'ai honte que notre pays puisse se retrouver sur le même banc que la Hongrie d'Orban, et que le pays des droits de l'homme soit finalement perçu à l'international comme le pays qui défend les hommes qui agressent, coûte que coûte. J'ai conscience de l'importance culturelle, sociétale et symbolique de modifier la loi. Je pense que ce changement appartient à la liste des révolutions pour avancer la cause des femmes, et que pour qu'elle advienne, il faudra un travail collectif entre tous les partis présents dans notre Assemblée, entre les institutions politiques, les associations et citoyennes engagées de longue date sur le sujet. Le consentement, ça n'est qu'un mot, mais parfois il en suffit d'un seul pour changer la vie de millions de femmes. Je crois que c'est le point de départ de cette mission, et je vous remercie, chers collègues de la délégation aux droits des femmes, et en particulier vous, Madame la Présidente Véronique Réauton, pour votre confiance. Et j'aurais du coup quelques premières questions à poser à nos intervenantes aujourd'hui. La première, c'est en quoi la définition pénale actuelle du viol n'est pas adaptée à la prise en charge des femmes victimes de violences selon vous. Ensuite, quel est le point de vue de la CNCDH sur les outils en droit international? Où est-ce qu'on en est actuellement? Et enfin, ça ne vous a peut-être pas échappé, dans le monde des engagés pour les droits des femmes, il y a plusieurs associations aujourd'hui qui expriment des craintes quant au changement de la définition du viol. Qu'en pensez-vous? Et je crois qu'avec ce chiffre de 0,6%, moi je suis un petit peu dans la provocation, mais j'ai cette question de est-ce que finalement en changeant les choses, on pourrait vraiment faire pire que l'existant? Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Le ton est lancé. Je serais ravie de partager cette mission avec vous. Alors, je laisse maintenant la parole à nos auditionnés qui s'exprimeront chacune pour une dizaine de minutes avant de laisser place aux questions de nos collègues. Et donc, je propose que Madame Tuaillon-Ibon, vous puissiez démarrer pour 10 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup à nos parlementaires de nous recevoir et de nous entendre. C'est un honneur et nous le mesurons. Une présentation très rapide. Donc, moi, je suis avocate depuis 2002. Le cabinet traite majoritairement des violences sexuelles depuis 2011. Je crois qu'à ce jour, on a dû traiter à peu près 500 dossiers de violences sexuelles. Pour 2023, on a 80 dossiers de violences sexuelles à peu près. 30% sont des agressions, du harcèlement, etc. Et près de 70% sont des viols. Donc ces statistiques personnelles sont là pour vous montrer aussi d'où je vais parler. Bien sûr, ça n'a pas prétention à l'universalité. On peut réaliser ces statistiques parce que maintenant on a des outillages informatiques, des logiciels, etc. Ça nous permet de faire tout ça. Dans notre cabinet, c'est une majorité, très grande majorité de femmes. Alors en ce qui nous concerne, plutôt majeures, qui sont plaignantes, qui sont victimes, près de 85%.
Je crois qu'on n'a pas un seul auteur qui ne soit pas, qui ne soit pas un homme. Voilà, 100% d'auteurs masculins. Et puis on reçoit donc ces dossiers à différents stades de la procédure, soit avant d'aller déposer une plainte, soit après réception d'un classement sans suite, soit après l'avis à victime, c'est-à-dire au niveau de l'information judiciaire quand il y en a une. Donc on a une vision quand même assez vaste et variée. Et j'ai peut-être oublié de vous dire qu'au cabinet, nous n'assistons que des victimes en matière de violences sexuelles. On ne traite jamais d'auteur. Voilà. Je pourrais en reparler avec vous ultérieurement si vous le souhaitez. Donc nous, notre constatation, c'est à peu près 65% de classement sans suite, ce qui est énorme, même si c'est un taux un petit peu plus réduit que les statistiques officielles, probablement parce qu'il y a des avocates qui s'occupent aussi de rédiger les plaintes. Mais bon, c'est pas super. Sur les classements sans suite, alors une femme sur 5 n'exercera pas son recours de constitution de partie civile. Sur les dossiers qui sont devant un juge d'instruction, pour nous, dans 3 cas sur 5, le mis en cause n'est jamais mis en examen. Il sera simplement témoin assisté. Et donc, on aura en général une information judiciaire qui sera assez parcellaire et assez rapide, parce qu'à partir du moment où il n'est pas mis en examen, ça va très très vite et il y a peu d'actes en fait. Dans 3 cas sur 5, on aura une ordonnance de non-lieu. Dans 1 cas sur 5, on aura une proposition de correctionnalisation. Et dans 2 cas sur 5, on aura une ordonnance de mise en accusation avec souvent une ordonnance de non-lieu partielle sur certains faits, certaines périodes. Voilà. À cela, il faut rajouter le difficile parcours de ce qu'on appelle la chambre de l'instruction, que les victimes peuvent saisir si elles ont reçu une ordonnance de non-lieu. C'est une juridiction qui fonctionne pas très bien, qui est assez opaque, devant laquelle il n'y a pas d'aide juridictionnelle, et qui confirme à peu près à 80% les ordonnances qui lui sont déférées. J'ai choisi, en fait, je pense comme ma consoeur Durieux, de m'appuyer sur des cas concrets. Bien sûr, donc ce sont des cas qui sont anonymisés. J'en ai choisi, donc c'est pour cette année, j'en ai choisi un au stade de l'enquête préliminaire. Et puis, si j'ai le temps, j'en ai choisi 3 au stade de l'instruction. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de vous montrer, en fait, comment et pourquoi, avec ces exemples, on voit que le texte ne fonctionne pas. Le texte ne fonctionne pas parce qu'il est extrêmement restrictif, puisque seuls les actes commis par contrainte, violence, menace ou surprise sont des viols. Ça veut dire que si on sort de ce cadre, même si il n'y a pas eu de consentement, ou qu'il y a un doute sur le consentement, ou qu'il y a eu une opposition claire, eh bien, il n'y aura pas de qualification pénale de viol. Or, nous le savons, il y a bien d'autres cas, en fait, que la contrainte, la menace, la violence ou la surprise, qui, en fait, constituent des viols. L'autre raison pour laquelle ce texte ne fonctionne pas, c'est qu'il postule en réalité une libre disponibilité sexuelle, puisque seuls les actes commis par contrainte, violence, menace ou surprise sont des viols. Ce qui signifie que implicitement, notre société, dont notre code pénal est aussi l'écho, admet que le principe, finalement, c'est la libre disponibilité sexuelle à tout temps, à tout moment. Et finalement, il n'y aurait qu'à se servir, et puis, si elle arrive à se débattre, si elle arrive à dire non, ça passe. Et ça, c'est quelque chose qui va induire des stéréotypes très forts, qui sont alimentés aussi par ce que les sociologues appellent la culture du viol, qui est un vrai sujet dont il faudra, je pense, qu'on reparle aussi. Mais c'est vraiment cadré par le texte et on va le retrouver à tous les stades de la procédure, en fait, cette problématique de l'enquête préliminaire à l'information judiciaire. Et même encore, on l'a vu dans le procès en appel de cette affaire qui a défrayé la chronique, donc le 36 quai des Orfèvres,
dont la victime était une touriste canadienne, qui d'ailleurs a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Ça va jusqu'au jugement, quand on a la chance, enfin si on peut appeler ça une chance dans certains cas, compte tenu du traitement qui sont infligés aux victimes, d'arriver devant une juridiction. Alors au stade de l'enquête préliminaire, j'ai choisi de vous parler d'abord du dossier de Madame R. Madame R, donc, qui s'est établie dans le dossier, on s'est donné beaucoup de mal pour l'établir, c'est une victime qui est très vulnérable. Son premier rapport sexuel a été un viol par un moniteur de colonie de vacances quand elle avait 15 ans. On est allé rechercher pour établir la plainte, parce qu'elle n'avait jamais porté plainte pour les faits, des témoignages de personnes à qui elle a parlé de ce viol, qui l'ont vu sortir en fait du bois avec du sang qui coulait sur la jambe, etc., pour attester la réalité de cet événement et le fait qu'elle était donc d'emblée une personne très vulnérable. Ensuite, elle avait également été victime d'attouchement de la part d'un ami de la famille. Voilà. C'est pas du tout... en fait, c'est très banal, hein, ce genre de situation, malheureusement. Donc, elle rencontre le mis en cause à un congrès. Lui, c'est une personnalité politique très médiatique. Il y a un vague flirt. Ils ont alors, flirt, c'est vraiment au sens années 50 du terme, quoi. Il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. Donc, ils se donnent rendez-vous dans un café. Et puis là, 30 minutes à peine après s'être installé, en fait, lui va l'attraper par les cheveux, va la gifler et va lui imposer une fellation. Là, ils sont dans une salle de café qui est déserte. Donc, évidemment, elle va être extrêmement choquée. Elle est humiliée, elle a honte. Enfin, vous imaginez bien, c'est très compliqué. Pendant 2 mois à peu près, il va y avoir une spirale en fait de viols, d'actes violents, enfin avec plus ou moins un chantage non dit. Elle est très très abîmée évidemment. Et puis 18 mois après les faits, donc elle va faire une plainte au parquet. Dans l'enquête préliminaire, il va y avoir 3 témoins femmes qui connaissent cet homme, qui vont témoigner de ses pratiques. Et il y a 3 témoins en fait qui racontent soit une agression sexuelle qu'elles ont subie de la part de cet homme, soit du harcèlement sexuel, et ce, y compris pour une femme qui était censée témoigner en sa faveur. Le rapport psychiatrique, qui n'est pas une preuve, mais qui donne des indications, va être quand même assez alarmant, puisqu'il va dire très régulièrement « moi, les femmes, je les domine », vraiment un profil que j'appellerais inquiétant. Et puis finalement, ce sera classé sans suite puisqu'il va retrouver un morceau de SMS qu'il va apporter où la victime a écrit qu'elle ne peut pas lui donner ce qu'il veut et qu'elle voudrait donc que ça s'arrête. Et parce qu'un jour, cédant à une demande insistante, elle aura fini par lui envoyer un nude. Voilà, donc face quand même à des choses très consistantes, ces 2 petits éléments ont suffi à un classement sans suite. Elle n'a jamais trouvé la force de se constituer partie civile. Elle a complètement laissé tomber, elle a déménagé, elle veut changer de vie, elle ne veut plus entendre parler de la justice française. Donc la vulnérabilité ici était établie, elle n'a absolument pas été exploitée dans le dossier. Il faut savoir qu'en matière de vulnérabilité, très 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 souvent, les magistrats exigent que le mis en cause en ait eu conscience, qu'il l'ait su, etc. Sinon, ils n'en tiennent pas compte du tout, en fait. Alors qu'en réalité, on pourrait tout à fait en tenir compte pour prendre en compte la capacité de cette femme, par exemple, à résister ou à verbaliser explicitement un consentement ou un non-consentement. C'est tout ce qu'on demande, en fait, nous. Est-ce que vous pouvez conclure vos propos? Je vais conclure. Je voudrais quand même citer 2 autres exemples d'ordonnances de non-lieu dans d'autres dossiers. Donc, le défaut de consentement de la partie civile ne suffit pas à caractériser le viol. Encore faut-il que le mis en cause ait eu conscience de lui imposer, par contrainte, violence, menace, surprise, un acte sexuel. Et puis, bon, malheureusement, c'est très, très rapide. Mais on a une autre ordonnance de non-lieu où on nous dit Madame F apparaît vraisemblablement sincère. Rien ne vient établir de manière certaine que Monsieur M lui aurait imposé des actes sexuels. S'il est incontestable que le mis en cause est totalement manipulateur, il ne peut être déduit de son seul comportement qu'il commettrait des viols. Il y avait bien sûr d'autres éléments
dans le dossier. Voilà. Et j'ai fait un choix et c'était très bref. Merci. Merci infiniment de nous rendre compte de cette complexité avec effectivement un temps contraint, mais ensuite il y a des questions-réponses et Oui. c'est pour favoriser les échanges. Je vous propose maintenant de prendre la parole, Madame Karine Durieux-Diebold. Merci pour votre invitation. Donc, je suis avocate depuis 1995 à Paris. Je viens de la réparation du dommage corporel et je me suis spécialisée depuis à peu près on est quoi en 2023, depuis une dizaine d'années en matière de violence sexuelle. J'ai environ 200 dossiers en cours actuellement de violence sexuelle, exclusivement côté victime. J'ai fait une formation en DU violence faite aux femmes avec des formations en psychotrauma. Donc ça m'a beaucoup apporté dans mes dossiers sur la sidération, dissociation. Je suis membre de la Civise, encore pour quelques jours. Et j'ai été membre du comité d'évaluation des cours criminels. Donc, je vais aborder directement les dossiers auxquels j'ai eu affaire. Je voudrais juste vous dire un mot sur le fait que historiquement, donc comme vous l'a dit ma consoeur, la définition du viol se traduit à travers la caractérisation de la violence, contrainte, menace ou surprise. Donc, il faut véritablement apporter la preuve de ces éléments-là. Et donc, on suppose dans ces cas-là que la victime a opposé une résistance ou un refus et que l'agresseur a passé outre ce refus. Et cela exclut, a priori, les cas de sidération dans lesquels la victime est tétanisée et ne réagit pas, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas de passé outre, évidemment. Et la deuxième problématique que je vais vous évoquer à travers mes exemples, c'est que l'on a une définition extrêmement restrictive de la contrainte morale et de la surprise. On n'a quasiment pas de dossiers avec des violences physiques et donc des preuves matérielles. On a très peu de dossiers avec des menaces également. Les dossiers essentiellement que l'on a, c'est avec des contraintes morales et surprises. Et il est très, très difficile de rapporter la preuve également de ces éléments-là. Et on a une prise en compte insuffisante, à mon sens, des éléments suivants qui sont la sidération, la vulnérabilité de la victime, les situations d'asymétrie entre l'agresseur et la victime, les rapports de pouvoir et ce qu'on pourrait induire, c'est la contrainte implicite. Donc la problématique que l'on a, c'est que l'on a des cas de viol pour la victime qui n'a pas consenti, mais en droit, cela ne va pas être transcrit en viol, ça ne va pas être qualifié de viol. Alors j'ai retenu 4 exemples. L'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'affaire de Pontoise que j'ai eu à traiter en 2017, qui était une affaire de viol d'une enfant de 11 ans commis par un adulte de 28 ans, qui était complètement inconnu d'elle. Elle était très jeune, elle n'avait pas d'expérience sexuelle, il faisait partie de la même cité, il l'avait emmenée dans son immeuble et elle avait décrit véritablement une situation de sidération. C'est une gamine qui a obéi dans un cadre de sidération à quelqu'un qui a une différence d'âge énorme, puisqu'ils avaient 17 ans de différence d'âge, dans un rapport d'asymétrie, d'autorité naturelle. Et elle a obéi à ses injonctions, de manière complètement passive. Et si vous vous souvenez bien de cette affaire, à l'issue de l'enquête préliminaire, ça avait fait scandale, parce que le procureur de la République, c'était une plainte pour viol qui avait été déposée initialement, et le procureur de la République l'a déqualifiée en atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise. Donc on n'était plus du tout sur le terrain du viol. Lui avait estimé qu'il n'y avait pas de violence, contrainte, menace ou surprise. Il n'avait pas retenu la sidération, il n'avait pas retenu la contrainte morale. On a soulevé l'incompétence du tribunal, ça a été renvoyé par la suite devant le juge d'instruction et ça a été jugé par la suite pour viol. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des parquets qui ne retiennent pas ces éléments-là alors qu'a priori ils sont évidents. Et évidemment que pour cette toute jeune fille, pour cet enfant, c'était un viol. Donc on arrive à des situations comme celle-ci. Et si on avait un texte qui avait retenu dès le départ
le non-consentement de l'enfant, on n'aurait pas abouti à ce type de décision du parquet. Et c'est très difficile pour une famille ensuite de suivre tout un parcours judiciaire au-delà d'une décision comme celle-ci du parquet. Je voudrais vous évoquer également une affaire que j'ai eue, donc ça va être un dossier B, dans lequel il s'agissait d'une jeune femme qui avait dénoncé des faits de viol dans son appartement à l'issue d'une soirée, et son conjoint était allé se coucher. Et ces viols ont été également commis dans un état de sidération totale. Bon, c'était une jeune femme qui avait déjà subi également des violences sexuelles dans le passé. Et donc, cet état de sidération et de dissociation traumatique se déclenche beaucoup plus rapidement. Et dans ce dossier, j'avais eu une bonne décision du juge d'instruction. Donc, je vais juste vous lire parce que je pense que ça cadre bien juste un paragraphe. Donc, du juge d'instruction qui avait rendu une ordonnance de mise en accusation, donc un renvoi vers la cour d'assises. Il avait dit « S'il apparaît parfaitement vraisemblable que Norman, donc l'agresseur, soit passé outre un refus exprimé de Johanna Bath, il a été envisagé l'hypothèse selon laquelle cette dernière sidérée aurait cru avoir exprimé son opposition quand en pratique, aucun refus n'aurait été distinctement exprimé. Dans cette hypothèse, chacun aurait pu vivre l'acte sexuel de manière complètement différente, consentie pour l'un et contrainte pour l'autre. Pour autant, cette hypothèse ne peut être retenue, les descriptions faites par chacun de l'événement et plus largement de la soirée étant totalement inconciliables entre elles. Et elle avait retenu le non-consentement de la victime. Il a saisi la chambre de l'instruction. Il y a eu donc une audience devant la chambre de l'instruction de Chambéry qui a infirmé cette décision. Et ce qu'a retenu la chambre de l'instruction de Chambéry, c'est le défaut de consentement ne résulte pas des paroles ou de gestes de Johanna, qui assure avoir été sidérée et incapable de manifester une quelconque opposition à Norman. Donc la sidération, on s'en fiche, on la met de côté. Et de dire le crime de viol suppose chez son auteur la volonté de passer outre l'opposition de sa victime. Donc pour cette juridiction, il fallait que la victime, elle se soit opposée à son agresseur. Et c'est quasiment jamais le cas, parce que dans pratiquement tous les dossiers que l'on a, elles sont sidérées, elles ne s'opposent pas, elles ne résistent pas, elles ne crient pas, elles ne luttent pas contre les agresseurs. Donc une décision comme celle-ci, ça passe à côté la plupart des victimes de viol. Elles ne sont pas reconnues avec des décisions comme celle-ci. J'ai une autre affaire, et je vais terminer par celle-ci. C'est une affaire qui a été jugée devant le tribunal correctionnel. Alors, c'était un viol qui avait été dénoncé, mais ma juge d'instruction avait estimé qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments, donc avait fait une proposition de correctionnalisation. Et je m'étais opposée à cette proposition de correctionnalisation. J'ai saisi la chambre de l'instruction qui a confirmé la correctionnalisation. Il faut savoir que dans à peu près 80-85% des cas, la chambre de l'instruction confirme les décisions du juge d'instruction. On l'appelle même la chambre de la confirmation. Donc, il y avait peu d'espoir. Ça a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et le tribunal correctionnel, alors je vais vous lire le dispositif et juste vous dire ensuite de quoi il s'agit en 2 mots, a estimé que donc il a été relaxé. Ils ont été relaxés parce que c'était un viol en réunion. Ils étaient 2 quand même. C'était une gamine de 16 ans et elle était en état d'ébriété totale et elle a été violée en fait dans son sommeil. Bon, c'est dire. Relax. Et la motivation est la suivante. Attendu qu'il n'est pas contestable que la très jeune Mathilde, peu habituée à l'alcool, ivre cette nuit-là, fatiguée, élevée dans une famille protectrice, n'était pas en mesure de mesurer où son comportement allait l'entraîner, parce qu'elle avait bu, ni de consentir aux relations sexuelles qu'elle a subies. Donc là, le tribunal retient qu'elle n'était pas en état de consentir. Et ensuite, mais attendu néanmoins que les 2 prévenus, hommes frustres, n'étaient pas non plus en mesure de décrypter le comportement ambigu de la jeune fille et de mesurer qu'elle n'était pas réellement consentante, que s'ils ne sont certainement pas comportés en gentleman, il la viole, profitant de cette fille qu'il voyait comme facile, ce qu'elle n'est pas, il ne pouvait pas comprendre que les faits reprochés seraient vécus comme un viol par Mathilde et ses parents. Voilà. Bon, voilà ce type de décision que l'on a.
qui sont prises complètement au mépris de certaines victimes de viol. Et vous voyez qu'avec le texte actuel, on retient aussi l'aveuglement volontaire et la méprise de l'agresseur. C'est vraiment un argument que l'on a très très souvent dans ces dossiers-là. Et avec un changement justement de législation, on aurait un argumentaire qui serait beaucoup plus réduit à ce titre-là. Merci infiniment pour nous permettre de partir d'un constat partagé et d'un état des lieux assez clair. Je vous donne la parole maintenant, Madame Magali Lafourcade. Vous êtes secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Avant de revêtir ma casquette CNCDH, je voudrais vous donner une conviction de magistrat, puisque je suis magistrate et j'ai été juge d'instruction, donc j'ai été de ces juges qui travaillent sur ces dossiers-là. Et la première conviction que je voudrais vous partager avec vous, c'est que pour qu'un phénomène infractionnel régresse, et le viol est un phénomène massif, il ne suffit pas d'avoir une sanction lourde. C'est pour ça que la peine de mort n'a jamais dissuadé qui que ce soit, et c'est pour ça que prétendre aujourd'hui que notre définition est extraordinaire parce qu'elle serait plus répressive en termes de peine encourue, ce qui ne veut pas dire peine prononcée, que d'autres États européens, est une conception extrêmement courte de la situation, puisqu'en fait, pour faire reculer un phénomène infractionnel, ce qu'il faut faire, c'est avoir la certitude d'être pris pour les infracteurs. C'est à ce titre-là, et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir parlé d'impunité, c'est à ce titre-là qu'on peut avoir une construction de la lutte contre l'impunité. Et je ne crois pas qu'on se réveille un matin en étant violeur, je pense que ça se construit dans le temps et que plus on apprend tôt aux garçons et aux filles les bases des bonnes relations et moins on a des propos autour du gentleman qui nous a tous fait bondir. Donc les phénomènes infractionnels se résolvent par ce qu'on appelle le taux d'élucidation, c'est-à-dire le niveau de réponse, pas forcément toujours la pire des sanctions, mais le niveau de réponse face à un phénomène infractionnel. Alors, je vous rejoins aussi, Madame la Présidente, ce n'est pas seulement la définition du viol qui pourra tout changer dans notre pays. Il y a aussi une éducation à la vie sexuelle et affective. Il y a aussi des pratiques professionnelles. Il y a tout un ensemble de choses. Et pour la CNCDH, ce qui est très important, c'est de voir cela dans un ensemble cohérent et de se dire que déjà changer la loi, non seulement c'est votre responsabilité, et je vais m'en expliquer dans un instant, mais c'est aussi un pas extrêmement important, puisque dans les classements sans suite aujourd'hui, on a le motif des procureurs qui classent sans suite, donc avant même que ça aille devant un juge d'instruction quand c'est la voie du parquet, qui est infraction insuffisamment caractérisée. Et beaucoup de classements sans suite se passent avant même qu'on ait entendu monsieur, juste sur la base de la plainte de madame, parce qu'on voit bien que ça n'ira pas tellement plus loin, compte tenu de la définition qui mécaniquement est très restrictive. Donc, je tiens aussi à vous dire que la loi pénale, elle a une fonction expressive et que quand on parle donc c'est l'expression des valeurs de la société, et quand on parle du consentement à l'école, quand on parle du consentement en entreprise, etc., dans tous les lieux de vie, on ne peut pas ne pas l'avoir dans le code pénal également. Il faut que le consentement soit partout, y compris dans le code pénal. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une trajectoire. À la CNCDH, vous savez, nous sommes l'institution française de promotion et de protection des droits humains accréditée auprès des Nations Unies. Et donc, nous avons un regard très large sur ce qui se passe autour de la diplomatie française, mais aussi dans les autres pays. Je vous parle de trajectoire parce que la France est engagée dans une diplomatie féministe qui est ambitieuse et qui n'a pas du tout les atours seulement de la communication. C'est quelque chose qui a un contenu et qui est vraiment réjouissant. Et elle est vue comme ça à l'étranger, et si bien que beaucoup de pays l'ont vue comme un pays très affinitaire sur les droits des femmes. À cet égard, en fin août 2022, la France, avec quelques autres pays affinitaires sur les droits des femmes, a fait adopter par l'Assemblée générale des Nations Unies une résolution très importante sur l'accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles, dans lequel il est écrit que par cette résolution, sont exhortés les États à prendre des mesures efficaces dans le cadre de leur système juridique national et conformément au droit international, c'est cet aspect-là qui est très important, pour permettre aux victimes et aux personnes rescapées de violences sexuelles et fondées sur le genre d'avoir accès à la justice.
Donc la France, elle porte ce message-là à l'international. Il se trouve qu'elle a signé une convention qui est extrêmement importante, que vous connaissez sans doute tous, parce qu'elle a été ratifiée par le Parlement, qui est la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, elle a un organe de suivi qui s'appelle le GREVIO, et qui a examiné la façon dont la France s'acquittait de ses obligations, qui ne sont pas optionnelles, hein. On est dans du droit contraignant. Et là, le GREVIO a expliqué que la définition française n'était pas conforme à l'article 36, qui parle de la question du consentement libre et qui explique que le consentement doit être apprécié, et c'est là où je trouve que ça rentre en résonance avec ce qu'ont dit les deux avocates qui sont ici présentes, doivent être examinés, donc ce consentement à la lumière des circonstances environnantes. Ça veut dire que si madame a bu, si madame est droguée, si madame est votre subordonnée, si madame est en précarité économique, si madame est une migrante sans droit, si madame est handicapée. N'oublions pas que selon les associations, 100% des femmes en situation de handicap physique ou psychique ont subi des violences sexuelles de différentes natures, mais voilà, on est sur ça, ce phénomène-là. Et donc toutes ces femmes qui ont à un moment donné de leur vie des circonstances particulières, c'est à cette aune-là qu'il faut regarder le consentement. Et donc, c'est ça qui change énormément les choses, parce qu'à ce moment-là, vous devez vous assurer, en faisant de la bonne justice, c'est-à-dire comme on le fait dans les autres dossiers, que monsieur s'est bien assuré, compte tenu de ces difficultés-là, que madame était d'accord. C'est-à-dire que si c'est votre employé, si la jeune fille a bu, si elle est très jeune, si elle est handicapée, il faut que vous puissiez expliquer en quoi vous êtes assuré qu'elle était en capacité de consentir à la relation sexuelle. Alors, voilà donc le GREVIO a rendu un rapport d'évaluation et a expliqué que le GREVIO rappelle que dans la mise en œuvre de l'article 36 de la Convention d'Istanbul, je cite, « Les parties à la Convention sont tenues d'adopter une législation pénale intégrant la notion d'absence de libre consentement aux différents actes sexuels répertoriés. » Et ils expliquent dans les paragraphes 191, 192 et aussi le 194, qui est très bien vu, pourquoi la définition française, elle n'est pas adaptée. Et pourquoi la jurisprudence aussi qui va avec n'est pas adaptée pour protéger suffisamment les femmes. Donc, ce qui compte, c'est bien sûr d'entendre les praticiens, mais c'est aussi de voir ceux qui ont une vision globale du Conseil de l'Europe, c'est 46 États. Donc, c'est très important. Donc, les chiffres, donc il est dit, par ailleurs, le GREVIO s'inquiète des insuffisances du traitement judiciaire des violences sexuelles et donne des statistiques que vous avez rappelées et qui sont quand même édifiantes. Alors, c'est une trajectoire, donc le chemin court, et donc la France a été examinée au sein du Conseil des droits de l'homme cette année par les États sur la façon dont elle s'acquittait de ses obligations. Il y a eu un certain nombre d'États, même beaucoup, qui ont demandé spécifiquement à la France de changer sa définition pénale du viol. La Belgique, l'Afrique du Sud, la Finlande, la Sierra Leone, le Gabon, et beaucoup d'autres pays qui ont demandé à s'aligner sur les standards internationaux, c'est-à-dire Convention d'Istanbul, pour pouvoir donner un accès à la justice. Norvège, Espagne, Irlande, Monténégro, Royaume-Uni, Lituanie, Estonie. On n'est pas là très à l'aise quand même de prôner une diplomatie féministe qui est bien, et puis de ne pas se mettre en accord avec ce qu'on a ratifié. Ensuite, le 17 octobre, il y a eu l'examen de la France par le comité CEDAW, le comité CEDEF en français, donc sur les droits des femmes, sur la convention de 1979 qui a été ratifiée par 185 États, qui est donc une convention quasi universelle et qui a un organe de supervision et d'interprétation, et qui demande expressément, et je vous avais envoyé à tous et toutes le paragraphe en question, d'amender le code pénal français, parce que cette définition a deux effets. D'abord, ça a une faiblesse des condamnations en bout de chaîne à cause de cette définition mécaniquement trop restrictive, et aussi parce que ça fait vivre aux femmes et aux hommes victimes un parcours pénal absolument difficile. Et c'est aussi pour ça qu'on peut comprendre le chiffre noir, c'est-à-dire le phénomène de non-déclaration que vous avez rappelé, et qui montre à quel point il est difficile pour quelqu'un qui... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais si vous avez votre fille qui était violée, est-ce que vous iriez lui conseiller de parcourir tout ce cheminement-là? Alors moi, évidemment, en tant que magistrate, je vous dis oui, et je vous dis aussi que c'est comme ça qu'on fait reculer un phénomène infractionnel. Mais à titre individuel, c'est extrêmement dur. Et là, vous l'avez entendu, c'est quand même la double peine quand vous avez une ordonnance de la chambre d'instruction ou une ordonnance de non-lieu qui est rédigée en ces termes. La Cour européenne a des cas qui sont remontés jusqu'à elle pour un traitement qui est inadapté, un traitement judiciaire des affaires
de violences sexuelles, puisqu'en fait, on voit qu'on les traite différemment des autres dossiers. Si vous voulez, j'y reviendrai. Et donc, puisqu'il est temps de conclure, je voudrais vous dire une chose, c'est que quand on regarde la définition française, moi, j'ai le sentiment qu'elle est basée sur un préjugé, qu'un viol, ce serait un homme qu'on ne connaît pas, masqué dans un parking, le soir tard, hein, que voilà. C'est pas du tout la réalité sociologique. Et là, il faut s'appuyer sur l'INSEE, qui, dans son étude Cadre de vie et sécurité, qui a peut-être maintenant un autre nom, mais en fait, vous voyez laquelle c'est, elle est publiée Sécurité et société. Cette étude révèle que la moitié des victimes connaissaient personnellement leur agresseur, 51%, et dans 35% des cas, l'agression s'est déroulée au domicile de la victime. Et donc, quand on est sur cette dimension-là, on constate tout de suite que la définition pose problème, à la fois donc, sur le dépôt de plainte et sur la faiblesse des condamnations. Sur les craintes, peut-être que je ne veux pas excéder mon temps de parole, je m'arrêterai là, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce qu'on entend comme argument assez scandaleux parfois compréhensible et qu'il faut absolument, qu'il faut adresser, quoi. Merci infiniment. C'était un petit message sur la nature des questions à venir. On en passe, mesdames, aux orateurs de groupe, puis ensuite les questions. Donc pour le groupe Renaissance, il s'agit de Guillaume Gouffier-Cha. En Valente. Merci Madame la Présidente. Ça a changé, c'est pour ça. Mais non, merci beaucoup, Maître, pour ces témoignages forts et insupportables, pour ces premiers éléments de réponse. Et permettez-moi, avant de passer à quelques questions, tout de même au nom du groupe Renaissance, de saluer la décision qui est prise par notre délégation aujourd'hui de lancer cette mission sous le pilotage direct de notre présidente de la délégation et notre vice-présidente, Marie-Charlotte Carin, de notre délégation. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui qu'effectivement, après le rapport que nous avions déjà fait durant la précédente législature, mais dans lequel nous n'avions pas réellement abordé directement le sujet de la définition, qui revient aujourd'hui via les travaux qui sont menés au niveau européen, et bien que nous lancions totalement dans ce travail de réflexion, et tout simplement parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui accepter cette culture de l'impunité, qui en fait n'est que le reflet d'une certaine culture du viol, qui existe dans notre pays depuis toujours et qui traverse toutes les sphères de notre société et que nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui. Alors, c'est notre première audition. Je n'aurai pas de positionnement aujourd'hui, plutôt des questions, parce que ça va être important de voir ce que nous avons à toucher ou ne pas toucher, quels pourraient être les impacts. Ma première question serait tout d'abord de vous entendre sur les difficultés effectivement que vous observez au quotidien dans ces affaires. Les difficultés qui touchent bien entendu et qui relèvent de la définition même du viol. Cette définition est-elle effectivement trop stricte? Doit-elle évoluer? Doit-elle ne pas évoluer? Si elle évolue, dans quel sens? Quelle rédaction souhaiteriez-vous voir porter alors? Et est-ce qu'une telle rédaction permettrait de couvrir davantage de situations et de mieux condamner un grand nombre de situations? Deuxième question, au-delà de la définition de viol, quelles sont les autres difficultés que vous observez bien entendu sur ce sujet? Et je vous prie de m'excuser par avance que je ne pourrai pas rester au-delà de 17h30 et peut-être pas entendre toutes les réponses. Merci, chers collègues. Pour LFI, Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente. Alors pour mon groupe se félicite aussi de ce travail engagé sur cette question absolument essentielle. Je me permets d'improviser, de ne pas en fait redire tous les chiffres qu'on connaît, que vous avez dit. Je trouve que c'est toujours très éclairant d'avoir ces exemples-là. J'aimerais quelque part vous demander l'exercice inverse, qui est d'essayer d'imaginer, si vous le voulez bien, dans ces cas de figure, quel type d'écriture de la loi pourrait permettre d'éviter les classements sans suite, d'éviter les correctionnalisations, etc. Donc je m'explique plus concrètement. Vous avez dit que vous alliez répondre. On entend un peu les avocats du diable aussi dans la période, je le formule comme ça, hein, mais on entend aussi beaucoup d'arguments sous des angles féministes qui nous disent finalement faire la preuve de son consentement, est-ce que ça ne va pas rendre les choses plus difficiles encore pour les victimes? Est-ce que ce n'est pas encore une façon de demander aux femmes, à elles, de faire la preuve, alors qu'on sait que les hommes sont dans des comportements dont ils savent en réalité
que ce sont des agressions ou des viols, ils le savent, et finalement on demande encore à la victime. Je prends ces arguments-là parce que c'est quand même des arguments qu'on entend beaucoup, et moi j'aimerais avoir du coup des réponses en fait concrètes du point de vue de la loi. Une femme qui aujourd'hui serait, selon vous, donc plus protégée par l'expression du consentement dans la loi, comment elle ferait la preuve de ce consentement-là? Qu'est-ce qui serait reconnu comme une preuve? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de le prouver de cette façon-là et que ce serait à l'homme? De quelle manière ce serait à l'homme de prouver qu'il n'a pas eu de consentement et qu'il a donc outrepassé un consentement qu'il n'a pas eu? J'ai besoin de précision là-dessus. Et l'autre question qui me venait aussi, c'était finalement, on a, au sujet des limites d'âge, on a acté l'idée que chez certaines personnes, le consentement n'est pas possible. Est-ce que ça, c'est une voie aussi de dire, finalement, quand il y a consommation d'alcool, il n'y a pas consentement. Quand il y a sommeil, il n'y a pas consentement. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on peut l'écrire aussi? Je le dis vraiment brutalement, mais est-ce qu'une personne en situation de handicap, une personne en situation de vulnérabilité, est-ce qu'on peut aussi formuler des expressions qui diraient que par principe, il n'y aurait pas de consentement, qui éviterait d'avoir pour la victime à faire preuve de ce non-consentement. Et moi encore, je m'excuse également comme mon collègue, je ne suis pas tout à fait sûre de pouvoir encore réussir à rester jusqu'au bout des histoires d'horaires de crèche, mais par contre, mes collaboratrices suivent attentivement et j'écouterai avec attention les réponses, même rétrospectivement s'il le faut. Merci. Merci, chers collègues. Pour les démocrates, Madame Delphine Lingman. Merci, Madame la Présidente. Je n'avais pas préparé d'intervention, à vrai dire, mais je voudrais vraiment vous remercier pour vos témoignages éclairants, édifiants aussi, et puis inspirants. Je viens de communiquer en direct avec Sandrine Josso, qui m'a demandé de parler d'elle, voilà, qui est ma collègue et mon amie droguée à son insu. Elle nous écoute et elle est en plein stress post-traumatique, donc elle vous salue toutes et vous remercie de l'avoir soutenue durant ces jours pénibles pour elle. Et elle reviendra dès que voilà, elle ira mieux. En tout cas, elle est déterminée à nous accompagner et à porter aussi ce sujet. Je vais revenir un petit peu sur vos propos. Vous disiez que seuls les actes commis par contrainte morale, menaces, violences et surprises donc, étaient pénalement condamnables. Et vous avez parlé d'autres termes. Vous avez emprunté des mots comme sidération, vulnérabilité, je crois, situation asymétrique et puis contrainte implicite. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ces notions-là, parce qu'elles sont encore assez vagues pour moi, qui n'est pas habituée à ces termes-là. Voilà, c'était juste le sens de ma question et je vous remercie encore de vos témoignages. Merci. Pour le groupe Horizon, Madame Agnès Carrel. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Mesdames les intervenantes, je vous remercie pour vos explications très éclairantes et cet état des lieux. 9 millions de femmes en Europe sont victimes de viols au moins une fois dans leur vie, un chiffre effroyable d'une réalité encore trop sous-estimée. Un sondage du mois de novembre interrogeait un échantillon de Français sur un projet de loi de l'Union européenne qui vise à intégrer l'absence de consentement dans la définition du viol afin de faciliter le parcours judiciaire des victimes d'agressions sexuelles. Les résultats de ce sondage montrent que 9 Français sur 10 souhaiteraient que le président de la République soutienne la définition européenne du viol fondée sur le consentement. Ce sondage IFOP-Havas révèle également que 89% des Français de tous bords politiques souhaiteraient également que soit inscrite cette définition en droit français. Enfin, près de 80% des Français estiment que l'Europe serait plus sûre pour les femmes si toutes les relations sexuelles non consenties étaient condamnées par la loi. Mon questionnement à ce stade, il est là. Faut-il donc aller plus loin? Quels sont plus précisément les pays qui ont fait évoluer leurs droits dans ce domaine? Et là, je m'appuie évidemment sur vos nombreuses connaissances. Ces évolutions ont-elles permis de mieux reconnaître le viol et de mieux écouter les victimes? Il reste encore des différences de traitement et de jugement en Europe, et pas seulement dans l'Union européenne. Une décision légale en Suisse a suscité ces jours-ci un émoi particulier. Et j'insiste. Le tribunal fédéral de ce pays a validé une décision de la Cour d'appel qui statuait que la durée d'un viol, dans ce cas précis, c'est 11 minutes, pouvait engendrer une réduction de la peine d'un prévenu condamné pour le crime de quelques années plus tôt s'il s'agissait d'un viol court. Cela dépasse l'entendement.
Je cite cet exemple car ce jugement, émanant d'un pays considéré souvent comme respectueux des droits démocratiques et humains, m'a fait, hélas, mesurer encore les grandes différences d'appréciation aux portes de notre pays. Le chemin sur la définition pénale du viol, les peines encourues, la reconnaissance des victimes et leur prise en charge, mais aussi plus largement l'éducation à la sexualité et au respect des femmes est encore long. Et je salue la délégation aux droits des femmes de s'être emparée de ce sujet, pour ma part, crucial. Merci. Merci, chers collègues. Peut-être je voudrais vérifier auprès de nos collègues, parce que je n'ai pas reçu d'autres demandes de prise de parole avant peut-être de redonner la parole à nos interlocuteurs. Non, personne d'autre. Donc, je vous propose de vous organiser dans les prises de parole pour à la fois répondre aux questions et puis démarrer. OK ? Alors, merci beaucoup pour vos questions qui sont extrêmement intéressantes. Alors, on entend souvent sur la question du consentement que les magistrats ne seraient pas acculturés à ce mot-là, sauf que ça irrigue tout le droit, en droit civil. Non, mais je le dis parce que voilà, j'ai entendu ça dans le débat public. En droit civil, en droit de la protection face aux tutelles, les curatelles, en droit commercial. Enfin, le consentement est partout dans notre droit. Et donc, un magistrat peut tout à fait avoir à gérer la question en droit pénal. Et je dois dire que, bien sûr, on a entendu des choses qui nous ont heurtés, lues par les avocates ici présentes. Mais j'ai vraiment le sentiment que énormément de magistrats font des questions de violence sexuelle une priorité. J'ai rencontré beaucoup de jeunes magistrates qui ont travaillé à un guide de bonnes pratiques pour faire des bonnes auditions, des bonnes expertises, un travail conséquent, et qu'il y a une volonté du corps de la magistrature de traiter à la hauteur des enjeux, et donc le verrou vient aussi beaucoup de la loi. C'est ça, je tiens à le dire. Et c'est pas du corporatisme, parce que je peux aussi bien critiquer la justice quand la CNCDH le demande, bien sûr. Sur le consentement, il ne s'agit pas à madame de faire la preuve du consentement. Ça, c'est ce qu'on peut entendre aussi, c'est complètement erroné, parce que nous sommes dans un système inquisitoire. C'est le magistrat instructeur, il s'agit d'un crime, c'est le magistrat instructeur qui dirige les investigations et qui, comme si vous voliez votre voiture, on partirait du principe que vous avez vraiment une voiture, c'est pareil, vous avez vraiment un rapport sexuel, et on irait orienter en faisant la téléphonie, l'ADN, tout ce qu'on veut. On a énormément d'outils d'investigation. On est dans une démocratie mature où on n'a plus besoin de la culture de l'aveu pour pouvoir rentrer en voie de condamnation. Il suffit d'avoir un faisceau d'indices, aller chercher de la preuve, et comme une autre conviction de praticienne, c'est qu'on ne devient pas violeur du jour au lendemain. On peut trouver dans les expériences des ex-petites copines énormément de choses qui peuvent donner quand même un profil, sans parler des outils psychologiques, psychiatriques, et aussi de la preuve scientifique quand on arrive à en trouver, mais c'est pas si fréquent. Les femmes qui, après avoir subi une tentative d'agression ou une agression, ont la présence d'esprit d'aller aux UMJ ou d'aller déposer plainte. La plupart du temps, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vous laver, parce que vous vous sentez sale. Et donc, évidemment, ça rend la chose compliquée. Donc, il n'y a pas de renversement de la charge de la preuve. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à expliquer clairement. On est juste dans l'orientation du travail du magistrat, le fait d'avoir à chercher les circonstances environnantes et comment monsieur s'est assuré. Donc, en gros, on pose la question à monsieur, comment vous êtes assuré ? Et il ne pourra pas juste dire, je l'ai vu dans son regard, madame avait bu, vous en êtes rendu compte. On creuse ça, c'est du travail dans la finesse. Mais les magistrats instructeurs, ils savent faire ça, sauf que ce n'est pas ce que la loi leur demande aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de risque de renversement de la charge de la preuve, de même que j'ai entendu dire que ça pouvait porter atteinte à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence n'est absolument pas en cause, puisque la culpabilité, le prononcé de la culpabilité est une vertu du procès, et donc c'est là où ça se joue, et jusque-là tout le monde est présumé innocent, et c'est bien normal, on est dans une démocratie. Sur ce que vous disiez sur le handicap, ce serait méconnaître le fait que les femmes en situation de handicap, comme les hommes en situation de handicap, ont une sexualité. Et donc, je sais que c'est pas du tout l'implicite. Donc, on ne peut pas mettre dans la loi qu'une personne handicapée ne pourrait pas consentir, parce que ce serait un stéréotype plus grave encore que celui de l'homme qui vous attaque dans un parking un soir où vous rentrez tard du travail. Donc, pour ces aspects-là, je voulais répondre là-dessus. Pour le stress post-traumatique, je me permets quand même une remarque.
J'ai la chance pour la CNCDH de former les magistrats sur un autre domaine qui est le sexisme, les LGBT-phobies et le racisme en formation continue. Je fais intervenir un brillant expert psychiatre qui explique le stress post-traumatique et qui dit si quelqu'un rentre dans cette salle avec une Kalachnikov, il y aura un pourcentage, alors je ne me souviens plus exactement, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est autour de 40% des gens qui auront un tableau complet de stress post-traumatique et une bonne partie qui auront des effets du stress post-traumatique, donc des idées envahissantes, des cauchemars, enfin bon, des réviviscences, etc. Le viol, c'est 70% d'effets de stress post-traumatique. Donc on est face à quelque chose où pourtant vous n'êtes pas confronté à votre mort, en théorie, et qui a des effets sur la santé des personnes violées qui sont majeures. Et c'est pour ça que ce que vous disiez, madame, tout à l'heure sur la Suisse, je n'ai pas de mots. Sur l'évolution dans les pays, beaucoup de pays ont largement fait évoluer leurs droits. Et donc, dans la tierce intervention que nous avons faite devant la Cour européenne des droits de l'homme pour la CNCDH, nous avons fait une étude de droit comparé et nous avons pu voir qu'en Belgique, les choses avaient bien changé, qu'en Espagne également depuis longtemps, hein. L'Allemagne aussi met le consentement dans sa définition, au cœur de sa définition. La Suède également, le Danemark, le Royaume-Uni. Et bien sûr, le Canada, qui est bien sûr plus loin que nous, mais qui a un droit qui est très complet à cet égard. Donc, on voit que dans les démocraties un peu matures qui s'intéressent aux droits des femmes, la chose est posée, ça se passe bien. Et après, on peut construire d'autres choses, comme les lieux de prise de parole, les lieux où on peut tout de suite prendre les prélèvements, les mettre dans les frigos, selon si la personne dépose plainte ou pas, pour pouvoir conserver la preuve, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. C'est tout un ensemble. Mais sur la loi, beaucoup de pays l'ont fait sans que c'est la moindre difficulté, bien au contraire. Et donc, on ne peut que s'en réjouir et se dire que ce serait bien que la France se place dans cette trajectoire. Pour la réponse à M. Gouffier-Valente, donc c'est très compliqué pour nous de proposer une définition, et c'est un exercice légistique, c'est difficile. Toutefois, la définition belge, le système juridique belge est très très proche. Il y a un magistrat instructeur, il y a un parquet, ça ressemble énormément à la France. Et donc la définition belge peut être un très bon aiguillon. Ce qui est important, si un jour vous portez une loi de transposition de la directive ou une loi autonome sur la définition du viol, c'est que dans l'exposé des motifs, vous parliez de l'appréciation in concreto, c'est-à-dire selon les circonstances environnantes du consentement, de façon à aiguiller la pratique des magistrats qui ne s'intéressent pas qu'à la lettre du texte, mais aussi à l'esprit de la loi. Donc ça intégrera dans la pratique, ou alors carrément le mettre dans la loi. En tout état de cause, la définition belge est assez remarquable. C'est l'article 375 du Code pénal belge. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. Il n'y a pas consentement, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. Là, on a nos critères. Moi, je suis pour une continuité. Il ne faut pas vouloir tout révolutionner. On est dans une trajectoire, encore une fois. Et donc, il faut garder violence, contrainte, menace ou surprise. Il faut ouvrir avec un notamment. Et il faut introduire la notion de non-consentement. Et dans l'exposé des motifs d'une loi de transposition de la directive ou d'une loi autonome, il faut parler de l'appréciation in concreto à la lumière des circonstances environnantes. Merci. Oui, mais je vais répondre aussi sur la question qui portait sur le focus sur la victime, puisque c'est effectivement un argument souvent qui est invoqué contre la redéfinition du viol, le fait que ça apporterait le focus sur la victime qui devrait à ce moment-là argumenter sur le fait qu'elle était non consentante. Alors moi, ça me fait un petit peu bondir, parce que dans nos procédures actuelles, le focus, il est toujours mis sur les victimes. On leur demande tout. Moi, j'avais même anticipé cette question-là. J'avais rapporté un PV de confrontation. Et les questions, les questions, c'est les suivantes. Question à madame. Durant les actes de pénétration sexuelle, vous tenait-il dans l'affirmatif comment? Quelles étaient vos positions respectives? À lui, êtes-vous d'accord avec ses déclarations? À elle, pouviez-vous vous échapper? À monsieur, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Et j'en ai noté 17 questions à madame de ce type-là, et à lui seulement 8, toujours à rebondir sur les réponses de madame. Alors le focus,
il est vraiment mis sur les victimes actuellement. Et justement, si on modifiait la loi, on demanderait aussi à monsieur sur quelle base, de quelle manière il s'est assuré du consentement de la victime. Et donc là, et c'est normal, hein, il a aussi une relation des faits à faire, un récit des faits à faire, et donc il est normal aussi qu'il explique de quelle manière il s'est assuré du consentement de la victime. Deuxième point donc, qui m'était plus adressé, c'était sur la sidération, la dissociation, notion d'asymétrie, de vulnérabilité et de contrainte implicite. Alors, ce sont les circonstances qui entourent le viol qui ne sont généralement pas suffisamment prises en compte. C'est-à-dire, on a quand même un texte qui date de 1980, qui, comme il a été relevé tout à l'heure, à l'époque... alors maintenant, on a plus de statistiques en la matière, mais à l'époque, on pensait vraiment que le viol était commis par un inconnu dans la rue. Donc, on était quand même sur ce présupposé-là. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas et que c'est plus souvent par une connaissance. Et on n'avait pas du tout connaissance du stress post-traumatique que cela génère immédiatement au moment du viol, c'est la sidération et dissociation. La sidération, c'est une effraction en fait dans votre cerveau. La victime est tellement stupéfaite par les faits que ça va occasionner une paralysie. Elle va être statufiée, elle ne va pas pouvoir réagir, elle ne va pas crier, elle ne va pas se débattre et elle ne va pas s'enfuir. Donc ça, si vous vous reportez à il y a 40 ans, vous regardez des films de viol où les lieux communs sur le viol, les gens pensaient véritablement qu'une victime, ça se mettait à hurler dans tous les sens. Mais ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Donc déjà, on a ces éléments-là qui sont nouveaux. La dissociation, c'est dans la suite immédiate du viol. C'est une anesthésie émotionnelle qui va se déclencher. Et vous allez avoir des victimes qui vont pouvoir être manipulées comme un pantin, continuer d'agir, mais complètement dissociées du viol. Complètement dissociés du viol. Donc ça, c'est également des éléments qu'on connaît bien maintenant, qui sont documentés, qui sont documentés à l'international, qui sont reconnus également par nos psychiatres en France. On a des experts également qui les développent dans nos dossiers. Donc c'est aussi des éléments sur lesquels on peut se baser, mais qui ne sont pas toujours retenus par les magistrats. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a des magistrats qui sont très bien formés et qui peuvent très bien traiter un dossier, mais on n'en a pas du tout. Et donc, pour l'instant, c'est encore un petit peu la loterie. Et changer la loi permettrait d'uniformiser un petit peu aussi ce traitement judiciaire. La vulnérabilité, les situations d'asymétrie, ça va être dans les rapports de pouvoir. Vous avez des personnes qui sont plus puissantes que d'autres et donc ça va induire, sans avoir besoin d'exercer véritablement des violences ou des contraintes physiques ou des menaces ou la surprise. La surprise, c'est surprendre le consentement de la personne par un stratagème. Hein, c'est comme ça que c'est interprété par notre droit français. Donc ils ne vont pas avoir en réalité besoin de ces circonstances-là de viol pour pouvoir manipuler une personne. Donc, quand vous avez des situations fortes d'asymétrie, ça peut se passer sans ces circonstances-là. La preuve, ça a été abordé par Magali. Je voudrais juste dire sur la Suisse, alors effectivement, c'est extrêmement choquant, cette affaire de viol court. En France, dans notre jurisprudence, on a aussi la pénétration digitale. Il faut qu'il y ait, au-delà de la première phalange, qui pénètre le vagin d'une femme pour retenir le viol. Donc ça aussi, c'est quand même extrêmement choquant. Hein, on en est presque à mesurer quelle est la mesure du doigt qui a pénétré le vagin d'une femme. Et le cunnilingus, avant la loi du 21 avril 2021, n'était pas retenu non plus dans les viols. Bon, alors en matière de stress post-traumatique, quand même, c'est important. Voilà. Merci, madame. On accueille Jean Terlier qui souhaitait passer une question avant que, maître, vous puissiez répondre. Merci, je vous prie de bien vouloir excuser mon retard en raison d'un vote, d'un texte important dans l'hémicycle. Je me permets de rebondir sur vos propos, madame, que j'ai entendus sur la fin, sur la question du consentement et au fond la manière dont on l'établit lors des auditions par les forces de l'ordre auprès des victimes ou auprès du supposé auteur.
Et je me posais la question de savoir, à entendre ce que vous évoquez, si le législateur que nous sommes a vraiment l'obligation de modifier les textes existants. On a déjà beaucoup légiféré, notamment sous la précédente législature, sur ces sujets de consentement, ou si la question au fond que vous évoquez, qui est tout à fait conforme à ce qui se passe sur le terrain, est plutôt, je ne sais même pas si on pourrait dire d'ordre réglementaire, mais au moins de formation de nos forces de l'ordre, pour la manière dont on établit le consentement ou l'absence de consentement, sur le fait qu'on pose 17 fois la question, si je reprends vos termes, à la victime et très peu de fois à l'auteur présumé. Et au fond, si ce n'est pas une question de formation de nos forces de l'ordre à ce type d'auditions qui sont très particulières, plutôt que d'aller sur une réforme à nouvelle fois de la question sur le consentement. C'est un peu la question que j'avais en rebond à vos propos. Chers collègues, alors on vous accueille dans votre retard, mais première invitation, c'est que vous relirez et vous réécouterez l'ensemble de la... ouais, parce qu'on a beaucoup d'éléments qui sont dans les propos liminaires. Maître Tuaillon, je vous laisse la parole. Oui, je vais répondre aux retardataires. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que changer le texte ne suffira pas. Ne pas changer le texte, en revanche, n'est pas envisageable. Ne pas changer le texte va continuer à nous bloquer. Vous pourrez dépenser des millions d'euros d'argent public à faire des formations en fait, qui deviendront en fait inopérantes et caduques du fait de la mauvaise rédaction du texte, et ça ne suffira pas. Voilà. Je voudrais rappeler, et d'ailleurs sur l'inflation législative, il y a eu finalement pas tant que ça. Il y a une seule grande loi sur le viol, c'est celle de décembre 1980. Voilà. Ensuite, vous avez eu plein de lois avec des dispositions qui ont modifié des petits aspects, etc., qui concernent d'ailleurs surtout, finalement, plutôt en général les mineurs, des problèmes de prescription, etc., etc. Et il ne faut jamais oublier que cette loi, elle a une histoire. C'est une loi qui vient d'un combat. C'est une loi qui nous arrive après le procès d'Aix, où il y avait ces deux jeunes femmes touristes qui ont été victimes d'un viol en réunion particulièrement horrible, avec des violences physiques, etc. Et où ça a été un combat en soi des victimes elles-mêmes et de leurs avocates, notamment de Gisèle Halimi, de réussir à faire juger ce qui s'était passé en cour d'assises, en fait. Et ce texte, il vient de cette histoire-là. Donc en soi, à l'époque, il est déjà, bien sûr, exceptionnel, il est extraordinaire. Enfin, c'était un cadeau magnifique que nous ont fait ces combattantes, évidemment. Depuis, on a appris des choses, on a poussé des choses. Et bien sûr, on ne peut pas faire parler les mortes, mais peut-être que Gisèle serait d'accord aujourd'hui pour qu'on aille plus loin. Ensuite, je voudrais aussi bien mettre en lumière quelque chose qui est vraiment très important, c'est cette connaissance en fait de la personne qui va agresser. Connaissance qui n'a pas besoin d'être une connaissance intime, mais il suffit que ce soit par exemple un collègue que vous croisez dans les couloirs de la cafétéria, il suffit que ce soit votre médecin, il suffit que ce soit votre professeur, il suffit que ce soit votre entraîneur. Enfin, on pourrait faire une compilation de ce que notre société a entendu depuis 2017. On a eu le MeToo du sport, le MeToo du journalisme, le MeToo de la politique. Enfin, je veux dire, on ne va pas empiler les MeToo à l'infini. Comme on l'a tout dit, ce sont des proches. Proches au sens on les connaît. Donc, il faut quand même visualiser l'incongruité. Vous vous habillez le matin, vous vous préparez, vous allez aller au travail. Vous pensez à ce que vous devez faire pour répondre à la demande de votre supérieur hiérarchique qui vous a collé un gros dossier à rendre avant vendredi. Vous allez aller vous entraîner. Vous pensez à ce que vous devez engager de votre corps, de votre volonté pour que votre équipe gagne le tournoi du week-end. Vous allez aller passer la soirée chez une amie.
Vous attendez à repasser un bon moment, vous allez regarder un film, vous allez manger du popcorn, soirée pyjama, vous allez bien rigoler. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes dans un tout autre contexte qu'un contexte qui, a priori, si a priori il peut y avoir, est un contexte préparatoire à des rapports sexuels. Donc, la sidération, elle est maximale, parce qu'en fait, c'est cette dissonance entre votre réalité. Vous allez au travail, vous allez au sport, vous allez chez une amie, et ce qui va vous arriver, on va vous imposer un rapport sexuel dans un couloir, dans des toilettes, sur un canapé. Enfin, votre psychisme se fend en deux. Parce qu'en fait, il y a une dissonance majeure. Vous ne pouvez pas gérer ça. Et même si vous n'avez pas eu la sensation d'avoir peur, vous êtes fracturé. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas crier. En fait, votre cerveau ne peut pas processer l'information de ce qui est en train de vous arriver. D'accord ? Et c'est pour ça que, comme l'a rappelé ma consoeur, on a une majorité de cas de contraintes, de sidération, de surprise. Vous allez faire une demande d'aide à un élu où vous avez besoin de quelque chose et on va vous imposer, vous extorquer un rapport sexuel. Enfin, c'est très fréquent, malheureusement. Donc effectivement, le viol, je ne sais pas qui a dit que ce n'était pas... on a entendu d'ailleurs, souvent dans la presse, il n'y a pas mort d'homme. Alors moi, je n'aime pas les formules grandiloquentes, j'aime pas le pathos, mais le viol, c'est quand même la mort de quelque chose chez la personne qui le subit. C'est pas quelque chose qui est toujours définitivement perdu, c'est pas quelque chose qui est toujours irrattrapable, et c'est quand même toujours après une grande difficulté à vivre. C'est la mort d'une partie de la confiance dans ses semblables, de la confiance en soi. C'est la disparition d'une partie de votre sentiment de respect de vous-même, de votre intégrité psychique, de votre intégrité physique. C'est la restriction de votre liberté d'aller et venir, puisque vous avez plein de symptômes qui vous envahissent et qui vous empêchent de prendre le métro, etc. etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer les effets du viol, même si on ne vous a pas, comme les gens le pensent trop souvent, mis comme on dit, un flingue sur la tempe, même si on ne vous a pas frappé, attrapé par le cou, etc. Le simple fait qu'une personne que vous connaissez dans une situation totalement incongrue vous contraigne à un rapport sexuel suffit à ça. Évidemment, changer le texte, c'est très important parce que ça va nous permettre d'abord ouvrir ces cas où on peut caractériser un viol. Ça va obliger les magistrats à réfléchir différemment, à voir les choses autrement. Il n'a évidemment jamais été question d'inscrire le non-consentement en tant que tel. Ce que nous voudrions, c'est que vous puissiez travailler à une autre manière d'envisager le consentement et le non-consentement sexuel dans une loi en tenant compte des circonstances, du contexte, etc., etc. Et ça, comme l'ont dit les autres intervenants, je ne vais pas être redondante, en droit, c'est possible. Voilà, et ce ne sera pas une révolution. On a tout, en fait, pour le faire. Et pourquoi on ne le ferait pas ? Je conclurai en disant que, personnellement, et je pense que je parle au nom de mes clientes, elles préféreraient 60% de poursuites avec éventuellement, parce que moi je ne suis pas pour la condamnation automatique, c'est ça aussi à un moment, il faut laisser les gens arriver devant les tribunaux, c'est au magistrat du siège à la fin de dire s'il y a un viol ou pas un viol.
en réalité. Laissons les gens arriver. Elle préférerait beaucoup plus de poursuites avec des peines peut-être moins importantes que 0,10% à 15 ans, qui, soit dit en passant, sont quasiment jamais prononcées. Nous, la moyenne qu'on a dans les dossiers du cabinet, pour un viol, je vais dire, normal, sans circonstances aggravantes commis par une personne, c'est à peu près 5 ans. Je ne dis pas que c'est rien, mais c'est la moyenne. Un viol avec une circonstance comme l'inceste, c'est entre 8 et 12 ans. Hein, Karine, je ne sais pas si ça correspond à ce que tu vois, toi, dans tes condamnations. Entre 8 et 12 ans, ou un viol en réunion, voilà, avec... et pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est la poursuite. Et c'est de ne pas, surtout, arrêter de claquer toutes les portes de la procédure au nez des victimes, quoi. Il faut arrêter de partir du principe qu'elles ne disent pas la vérité, qu'elles n'ont pas compris, qu'elles ont envoyé des mauvais signaux, qu'elles se sont mises en danger, qu'elles ont pris des risques. Ça, il faut que ça cesse. Et le texte, si on le change, ça peut aider à ça. Voilà. Merci. Je crois que Madame Lafourcade, vous vouliez compléter votre propos. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, juste pour répondre à la question qui vient d'être posée par le député, obligation de légiférer, évidemment. On ne vous demande pas du tout un bouleversement de la loi, seulement de l'ouvrir un tout petit peu et de se mettre en conformité avec le droit international. Donc, il s'agit d'une cohérence quand on ratifie, quand le Parlement ratifie la Convention d'Istanbul et que le Grevio, le CEDO et tous les organes habilités disent que le droit français n'est pas conforme au droit international. Il est gênant que le Parlement ne se mette pas en cohérence et surtout que la cause est belle et qu'elle est nécessaire. Je voudrais aussi rappeler une chose qui est très importante en termes de procédure, il ne faudrait pas que ça vous ait échappé. Le viol est un crime selon la loi française, ce qui veut dire que c'est au magistrat instructeur, au juge d'instruction de mener l'enquête. Et donc le policier agit sur commission rogatoire du magistrat instructeur. Donc c'est le magistrat instructeur qui saisit les experts, etc., mais qui donne le cap. Alors bien sûr, la prise de plainte, toute cette partie avant qu'il y ait un réquisitoire introductif qui saisisse le juge d'instruction, bien sûr, il y a l'accueil des victimes. On vous a dit que c'était un problème un peu systémique. De toute façon, pour résoudre un problème aussi massif, il faudrait qu'on aborde tous les champs. Mais commencer par l'aspect le plus mécanique, qui est qu'aujourd'hui, on a une définition qui est trop restrictive et qui est dénoncée par les pays qui sont les plus proches de notre système juridictionnel, par l'ONU, par le Conseil de l'Europe comme étant attentatoire aux droits des femmes et non respectueuse des engagements français devant la communauté internationale, c'est quand même la moindre des choses. Il faut changer cette loi. Et puis, j'ai une pensée particulière par rapport aux femmes vulnérables. On a parlé de différentes situations, mais aujourd'hui, arriver à faire juger un viol sur une femme en situation de handicap, pourquoi est-ce qu'il y a une telle impunité ? On a même, la CNCDH aujourd'hui a publié son rapport sur le handicap. Les Français ont du mal à imaginer qu'il y ait des violences sexuelles aussi massives sur les femmes handicapées. Peut-être parce qu'ils ont du mal à concevoir la sexualité autour du handicap. Ou peut-être qu'ils se disent qu'une femme handicapée ne serait pas assez jolie. Il y a tous ces stéréotypes-là. Ce qui fait le violeur, c'est l'occasion, l'opportunité. Et donc on est dans ce schéma-là et dans cette construction de l'impunité au fil de la vie. On ne devient pas violeur du jour au lendemain, moi j'en suis convaincue. Voilà. Donc oui, il faut légiférer. Mesdames, je vous remercie infiniment pour vos propos qui nous permettent de partager un constat, voilà, en tout cas d'avoir des premières informations dans ce démarrage de nos travaux. Nous continuons la semaine prochaine, donc à l'issue des questions au gouvernement, mardi 12 décembre à 16h30, nous continuons les auditions plénières dans le cadre de notre mission d'information sur la définition pénale du viol. Je vous remercie. Au revoir.